Bonjour, je suis Didier, l'auteur de l'ouvrage Deux vies pour le prix d'une, de hippie jeune et beau à papy plus très jeune, mais je laisse à votre appréciation. Un livre qui est à forte connotation autobiographique, mais qui n'est pas une autobiographie, parce que tout le monde se fiche de ma vie. Mais j'ai le privilège de traverser une période bénie, les années 70, au cours de laquelle j'ai vraiment très bien vécu. Pour vous donner une idée du ton du livre, je vais vous lire la quatrième de couverture. Ce livre est le témoignage autobiographique, autocritique, anecdotique, humoristique, parfois poignant, mais toujours plein d'autodérision, de la vie d'un hippie indomptable, ou qui aurait aimé l'être, qui, comme tant d'autres, après l'Afrique, l'Amérique centrale ou l'Inde, la vie en autarcie, en ermite ou en communauté, et bien d'autres expériences encore, finit par se ranger les bécanes sans pour autant enlever la clé de contact. Didier, je te croyais mort ou dans le caniveau. L'idée de ce livre m'est venue lors de la rencontre fortuite avec un vieux copain que je n'avais pas vu depuis des décennies et qui m'a jeté cette phrase au visage comme une évidence. J'avais été une caricature de hippie dans les années 1970 et 80 et pour lui, 30 ans plus tard, je devais donc soit avoir succombé à une overdose, soit végéter quelque part dans un état au mieux second. Je ne nie pas qu'un certain nombre de copains de route et de seringues ont connu ce sort, mais ce serait dommage de réduire le hippisme à cela. Sorti de l'armée en mars 1975, je partis à Milly-la-Forêt pour travailler pour Monsieur Machin. Monsieur Machin était un véritable exploiteur, si gentil avec ses employés qu'il allait même jusqu'à les loger, contre loyer 100 ans, pour être sûr qu'ils ne le quittent pas, et à les payer à la tâche collective, pour être sûr qu'ils bossent et se surveillent mutuellement. Travailler plus pour gagner autant avant l'heure, en quelque sorte. Un soir, en surveillant pour ce patron un champ de muguet un brin volage, avec une grande tendance à suivre les mains des passants mal intentionnés, j'ai croisé un livre de Jean Rostand, un biologiste génial. Dans ce bouquin, Rostand opposait deux pyramides des âges. Celle des années 1970, avec une large base de jeunes travailleurs, la génération du baby-boom, et une toute petite crête de vieux. Les autres étaient morts à la guerre. Et celle de 2010, avec une mince tranche de gens dans la force de l'âge, prise en sandwich entre un gros tas de vieux en haut, le baby-boom en fin de carrière, et une fine tranche de gamins pour assurer la relève. La contraception et le travail des femmes passeraient par là. Conclusion : vers 2010, le système de retraite par répartition ne pourra plus fonctionner en France. C'est tout le système de protection sociale qui sera en faillite. Enfin, en gros. C'est vrai ça, monsieur Jean ? Assis dans le champ de trucs, je lis et relis la page. C'est indéniable, inévitable. On va traire les travailleurs, mais on les oubliera au moment de la retraite. Bah alors, la retraite, il faut que je la prenne maintenant. J'ai bossé 5 mois et mis du blé de côté. J'ai enfourché ma moto, une MZ ETS 125, un vrai tracteur, la Harley de l'Est, et j'ai pris le large. Nous allons faire un petit bond dans le temps. J'ai passé un certain temps à Saint-Malo, quelques mois, assez enfumé et alcoolisé, je dois dire. Et j'ai fini par acheter une estafette pour pouvoir prendre le large. J'embarque dans mon aventure une copine, Mimi. Extrait. Madame et monsieur de l'estafette, nous sommes d'accord pour vous embaucher pour les pêches. Rendez-vous ici demain à 7 heures. Martine. Ça faisait déjà quelques jours qu'on tournait en rond dans la région de Nîmes. Notre instinct de migrateur nous avait poussés vers cette région ensoleillée et bourrée de vergers et de vignes, où des vagabonds de notre genre pouvaient espérer travailler un peu. Mais juste un peu, hors de question de s'enraciner ou de se tuer à la tâche. C'est d'ailleurs ce que devaient deviner les agriculteurs locaux, pour lesquels nous n'avions ni la couleur de peau, ni l'accent caractéristique du bon saisonnier. En ce début d'été 1976,
On assistait en effet avec effarement à l'arrivée des premiers hippies de deuxième génération, moins drogue dure, mais plus anarchistes dans ce coin du Gard. Et ils avaient dû avoir un tarif de groupe, avoir le flux de barbus chevelus pieds nus farfelus qui déboulaient chaque jour pour se gagner 3 joints et 6 rouges pour continuer la route. L'estafette marron, peinte au rouleau, n'était pas passée vraiment inaperçue dans le village. Les cheveux longs et la barbe, un foulard autour du cou, des sabots en cuir, à talons pour compenser les 10 centimètres de différence avec Mimi, le pâte d'élève en lambeaux, la chemise ouverte sur un petit poitrail plus bronzé que pileux, j'avais tout du hippie sous-alimenté de cartes postales. Mimi ne les pareillait pas, avec ses cheveux longs bruns roux tombant au gré du vent sur une chemise bariolée, un jeans à fleurs qui mettait en valeur ses jambes interminables et, par contraste, en exergue mes petites pattes Louis XV, ses espadrilles et la petite roulée coincée très haut entre les premières phalanges de l'index et du majeur. Manquait plus que le chien, mais ça ne tarderait plus. On a trouvé un petit chemin, le chemin des amoureux, qui amène au Gardon, à l'écart du village, à travers les champs et un soupçon de forêt. Un cul-de-sac qui s'achève sur une petite clairière avec plage privée. Génial ce petit coin. On s'étend dans l'eau sous un ciel de syndicat d'initiative avec un petit vent qui agite les branches. On éclate de rire. Elle est Mimi, ma Mimi. Je n'en reviens pas quand je la regarde. Dire qu'elle partage ma vie de bohème sans geindre. Aucun plan sur la connaître. Vision à 24 heures maxi. Les poches vides, l'estomac aussi, souvent. Mais c'est une putain de liberté qu'on échangerait contre rien au monde. Nous allons faire de nouveau un petit bond d'un an ou deux, je ne sais pas exactement, je n'ai pas la chronologie exacte de ma vie à cette époque. Disons qu'elle est relativement vague et enfumée. La vague de hippies n'avait certes pas atteint la Corse, mais nous n'étions pas tout à fait seuls pour autant. À la sortie d'une épicerie où nous étions allés faire nos courses en promotion, 2 offerts pour 1 acheté, nous sommes tombés sur du hippie en gros. Toute une ribambelle, avec en prime une maman et ses 2 enfants. À pied qu'ils cherchaient du boulot, les bougres. Rapide calcul mental. 2 zozos avec une auto, mais sans un rond. Plein de zozos sans auto, mais avec un peu de thune. Vous mettez les zozos piétons nantis dans l'auto des zozos fauchés et vous obtenez 2 pleins. Un plein de voiture, largement au-delà des capacités légales d'une estafette selon la carte grise, et un plein de réservoir pour traîner le tout sur les routes de Corse. On s'est installé sur une plage près de San Nicolao, et là on a vécu de grands moments. Nos hippie-stoppers étaient des vrais, du lourd, du costaud, du qui plane et qui zen. Ils venaient de Tarascon, pas de Tarascon sur le Rhône, mais de Tarascon sur Ariège, et là-bas, ça ne plaisante pas. C'est du hippie 68 art, du vrai, qui a quitté la grande ville près de 10 ans auparavant pour les communautés ariégeoises, une filiale des communautés ardéchoises, qui a acheté une cabane en ruine à flanc de montagne avec quelques hectares de cailloux arides et pentus. Des fleurs dans les cheveux, le joint aux lèvres, les préservatifs en chambre, les chambres communes, la zen attitude. Ils y bouturent les chèvres, butinent du miel de montagne, mettent en terre des plants de tomates et de marijuana, en consomment une partie et vendent le reste pour assumer les autres besoins qu'ils ne peuvent pas satisfaire eux-mêmes. J'ai l'air de me moquer, mais ils sont super ces authentiques. De vrais contemplatifs, mais contemplent actifs. Une fois le campement monté, on fait un constat presque alarmant. On n'a plus un sou et pas de boulot en vue. Qu'importe, la vie est belle. La mer aussi malgré la saison, et entre de baignades, fumettes et siestes, on se garde des produits du pays. La nature est généreuse en Corse, mais les produits peu variés, du moins dans ce coin et en cette saison. Avocat, clémentine, arbouze et châtaigne. C'est fou ce que l'on peut faire avec ces 4 ingrédients. Avocat farci à la purée de châtaigne à la mousse d'arbouze, purée d'arbouze assaisonnée au jus de clémentine, purée de clémentine aux éclats de châtaigne et à la sauce d'arbouze, et le must du must, le repas de fête, le next plus ultra digne d'un grand restaurant, purée d'avocat et de châtaigne assaisonnée au jus de clémentine sur canapé d'arbouze, le tout servi dans une peau d'avocat. Juste dommage qu'on n'ait pas pu découper un jambon sur un des nombreux cochons en matinée de sanglier qui déambulaient sur les routes corses. Pour être honnête, je dois dire qu'on n'était pas tout le temps et que les épiceries du coin faisaient bien souvent, et malgré elles,
d'incroyables promotions. Un proprio de plantation raciste, anti-français pour les boulots, dans la vie c'est autre chose, qui nous a refusé du boulot, fait également les frais de son refus. Rabattu par Petit Loup, une de ses poules m'atterrit dans les bras, et la bête étant d'un âge avancé, on se facilite la digestion avec une eau de vie trouvée dans sa cave. Ça lui apprendra à fermer ses portes, ou à nous les ouvrir. Après moult péripéties, toutes plus ou moins inavouables les unes que les autres, nous sommes remontés en Bretagne, nous refaire un petit peu la santé. Nouvel extrait. Mais il fait chier ce con, je lui pose des questions, moi. C'est quoi ce bruit que tu fais avec ta gorge? Eh ben oui, je fais du bruit avec ma gorge et je t'emmerde. À question con, réponse stupide. C'est pas moi, c'est le radiateur. En mai, ça le fait pas, même à Rennes. Lui, c'est un employé d'une agence d'intérim où on est venu s'inscrire histoire de bosser un peu de temps à autre. En 1979, ce n'est pas vraiment la galère pour trouver du boulot, mais on n'en est quand même plus à virer son patron pour en reprendre un autre le lendemain. C'est un peu ça le bruit de gorge, un signe des premiers questionnements, des premières angoisses refoulées. 3 ans qu'on roule notre bosse et notre estafette dans tous les coins de France. On ne s'attache nulle part, toujours sur le départ, aucune certitude, de quoi manger au mieux à 3 semaines dans les périodes fastes. Jeune, beau et libre. Pas de patron, pas d'horaire, pas d'obligation, pas de maison. Tu imagines la vie? Jeune, beau et libre. Pas de patron, pas d'horaire, pas d'obligation, pas de maison. Tu imagines le vide? C'est peut-être ça les bruits de gorge. Un type que je me suis pris en douce, comme si je voulais faire ventouse avec ma langue contre le palais en tentant d'inspirer de l'air par la trachée. Mission impossible. Ça gargouille, croasse et fait mal. Une sorte d'apnée du sommeil, mais éveillée. Ça me prend n'importe quand. Un besoin irrépressible de laisser mon corps s'exprimer. Il renacle, il en a un peu marre, il voudrait des nuits paisibles, dans des coins sûrs, de la bonne bouffe, moins de pinard et de bière, moins de joints, quoique là on se soit drôlement calmé, moins de clopes aussi. Un peu de rythme dans la journée, dans la vie. Le grand n'importe quoi commence à lui peser. On croise parfois des routards qu'on avait déjà vus à d'autres occasions, et je redoute une évolution similaire chez moi. Les poches qui gonflent sous les yeux, les cheveux gras, les grossesses cronambours, les dents qui se déchaussent, l'allure générale qui se clodoïse. Il y a déjà un peu de ça chez moi. Juste les dents, pas un pet de bide, pas de poche sous les yeux, à peine négligé et un peu crado, mais 2 prémolaires qui se sont fait la belle. Pas de sécu, pas de soins, pas de soins, pas de dents, pas de dents, pas de dents. Des fois j'ai des flashs, des situations qui me mettent face à ma réalité, des banalités qui me semblent extraterrestres. Le bruit du transformateur électrique à la sortie d'un bled quand je tape le stop la nuit. Ce ronronnement entêtant qui dit « Dormez bien, braves champs, EDF veille sur vous, les rues sont éclairées, les voleurs n'ont qu'à bien se tenir. » Si ce n'est que je suis à la rue. En face, une minette regarde de temps en temps dehors en écartant les rideaux. Dans quel monde elle vit? Elle doit se faire chier comme un rat mort entre ces vieux, non? Non? Dans quel monde je vis? Bruit de gorge. Ouais, mais nous, c'est pas pareil. On est libre. On n'a pas d'attache. Bah... On arrive là à un point de ma cavalcade, si on peut appeler les choses comme ça, où je suis complètement paumé. Je suis tout seul, j'ai mon chien, mais je ne sais plus où aller. La carte de France, la carte du monde est blanche. Plus blanche, c'est transparent, c'est pas possible, quoi. Donc j'ai un gros problème existentiel, que foutre de ma peau? Et c'est là qu'un mec que je ne connaissais pas et dont je ne me souviens plus du nom, me propose de travailler dans sa communauté. Alors quand j'ai une communauté, c'est vraiment une communauté... on est loin des témoins de Jéhovah, hein. C'est vraiment tout à fait autre chose. Et je vais y rester un certain temps, je ne sais plus combien de temps, mais j'y suis resté un certain temps. Et là, je vais vous lire l'extrait de mon arrivée dans cette communauté. Je me pointe donc un dimanche chez le CUS en question et suis accueilli, ou plutôt pas accueilli, par une palanquée de chevelus amorphes qui se réchauffaient devant une grande cheminée, sans un mot, en tirant sur le pétard, le chilhomme
ou la pipe à eau selon les goûts. J'étais en territoire connu, un bon point pour moi, mais j'étais connu, un mauvais point pour moi. L'un des chevelus, un blond à bouclettes et lunettes cerclées, me connaissait par ouï-dire. Il sursaute en me voyant. Disons que, vu son état avancé, il fronce un sourcil et tire la gueule en apprenant que je vais travailler avec eux. J'étais en territoire connu, donc acte. Je m'écroule dans un fauteuil bancal entre deux chevelus et tire sur le pétard quand il passe à portée de main. Je n'irai pas jusqu'à dire que j'étais bien avec eux. L'accueil avait été apathique et neutre, et je savais qu'on me ferait une place. Mais je redoutais l'engrenage sournois de la douceur de vivre. J'avais peur de tomber dans un monde parallèle où tout, y compris la routine, se passait comme dans la vie courante, la vie bourgeoise. Juste en mode défoncé. Une sorte de BBBF. Baiser, boire, baiser, fumer. Non, baiser, boire, bouffer, fumer. Avec en prime un autre B, pour boulot, la partie qui m'attirait le moins. Et c'est là qu'une conversation animée attire mon attention. Günther, le boucleteux, était sorti sans que je m'en rende compte, et il avait une discussion houleuse avec celui dont je ne sais plus le nom. Günther réintègre le cercle des fumeurs abattus en me lançant un regard aussi noir que possible avec ses yeux bleus, et la soirée se passe avec une soupe, un plat de résistance et, au dessert, un superbe pétard. J'étends mon duvet dans un coin, bonne nuit, à demain. Et merci à toi, dont je ne sais plus le nom, d'avoir eu l'intelligence de ne pas me juger sans me connaître. Le problème, en fait, était qu'on bossait loin de la base et qu'on vivait ensemble toute la semaine. Les horaires étaient flexibles. Une minorité, très minoritaire, commençait dès Potron-Minet, alors que d'autres émergeaient sur le coup de midi, tant que leur duvet ne se trouvait pas sur la trajectoire d'une brouette ou sur un tas de sable indispensable pour travailler. Mais on formait une communauté de vie et de travail, et elle bossait la communauté, qui peignait les colombages avec du vrai sang de bœuf et enduisait à la main les murs avec de l'argile. Fatalement, on se croisait, Günther et moi. On s'est supportés. On a même partagé le chilom au passage, et on a travaillé la pierre sans jamais se la jeter à la gueule. Pour la petite histoire, Günther viendra me voir en France, une dizaine d'années plus tard, pour parler avec moi. On a choqué les verres et fumé le calumet de la paix. Le différend était liquidé. Dommage qu'il soit mort si tôt pour avoir, entre autres, brûlé le pétard par les deux bouts. Je ne me rappelle plus ni au bout de combien de temps ni pourquoi j'ai arrêté de bosser avec eux. Mais j'allais déjà nettement mieux et mes idées noires m'avaient quitté. Il m'était arrivé de penser au suicide, fugacement, n'exagérons rien. Mais là, j'avais de nouveau envie de vivre et de côtoyer la vie. Et voilà, je n'irai pas plus loin dans ma lecture parce que je vais vous laisser découvrir le reste. J'ai voulu prendre des extraits qui ont montré la motivation, la vie en communauté, les périodes où on est en errance complète, les doutes aussi que ça éveille chez moi, ou chez d'autres d'ailleurs. Donc j'espère que c'est représentatif de ce que j'ai vécu, et c'est surtout pas ma vie qui est intéressante, j'insiste à nouveau là-dessus, c'est ce témoignage de cette période que j'ai pu traverser avec bonheur. Voilà. Mais les hippies deuxième génération, comme je les appelle, n'étaient plus vraiment des hippies. On était davantage des anarchistes très politisés. Ce qui fait qu'on s'impliquait par exemple dans des mouvements écologistes, comme par exemple la lutte contre l'implantation d'une usine de traitement de déchets nucléaires dans le sud-est de l'Allemagne, ou par exemple quand on s'est impliqué dans les brigades internationales au Nicaragua, non armées je précise, mais qui montrait clairement que l'on était contre le capitalisme et l'impérialisme américain. Voilà. Donc c'est toute une vie que je vous souhaite de découvrir, mais c'est pas ma vie, je le répète, c'est toute une époque. Voilà. Donc je vous souhaite bonne lecture et puis ben, au plaisir de se rencontrer un jour.